Salut à tous les amis parieurs, j'espère que tout le monde a la pêche. On se retrouve pour analyser et pronostiquer l'UFC 297 Strickland versus Duplessis qui se tiendra samedi dans la nuit. Mais avant ça, on va récap l'UFC Fight Night 234 Ankalaev versus Walker qui s'est passé samedi soir, tard dans la nuit. C'est parti. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis, à lâcher un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne, là où je balance les tickets gagnants, des pronostics. On y va pour le récap de l'UFC Fight Night 234, c'est parti. Alors on retrouvait 5 combats sur cette carte principale. On a eu un combat qui a été annulé, celui de Mateus Nicolau contre Manel Kape. Il a été remplacé par celui de Andrei Arlovski contre Waldo Cortez Acosta. Alors à la base, celui d'Arlovski contre Costa, contre Acosta, c'est un combat que j'avais pas pronostiqué dans la vidéo, puisqu'il est arrivé en remplacement quelques jours avant l'événement. Quand ça arrive, pour ceux qui sont habitués, je mets le pronostic en commentaire, vous pouvez aller vérifier, il est dans les commentaires de la vidéo. Et je vous ai conseillé dans le commentaire de miser sur Acosta, parce que Arlovski pour moi, il est beaucoup trop vieux aujourd'hui pour aller prendre des risques à miser sur lui, même s'il a eu quelques victoires ces derniers temps. Il sert plus à faire monter les jeunes qu'autre chose. Donc il a perdu le combat par décision. Acosta a remporté cette victoire et on a un pronostic de bon sur le premier. On enchaîne sur le deuxième. Et on retrouvait Phil Hawes contre Bruno Ferrara. Catégorie middleweight, je vous avais conseillé le brésilien. Phil Hawes qui était déjà sur plusieurs défaites, je le sentais pas trop. Et il s'est pris son KO, c'était au premier round, ouais, à 5 secondes de la fin du premier round. On en est donc à 2 sur 2 pour les pronos. Pour le troisième combat, on retrouvait un combat dans la catégorie Bantamweight. Mario Bautista contre Ricky Simon. Et je vous avais conseillé Simon, je pensais qu'il serait capable de l'emporter, lui qui était dans le top 15 mondial. Bautista, alors ça a été très très serré. Combat extrêmement serré, j'aurais donné le premier round moi à Simon, le deuxième à Bautista et le troisième très serré. Bautista il a quand même pris un knockdown dans le combat, il s'est fait emmener plusieurs fois au sol. Mais il a été plus précis en anglaise et je pense que ça a fait la différence dans le troisième round, surtout sur la fin du combat. Ça fait donc 2 sur 3 pour les pronos pour l'instant. On enchaîne sur le quatrième combat et comme main event, on retrouvait Jim Miller contre Gabriel Benitez, catégorie lightweight. Jim Miller, le vétéran du coup, plus de 40 ans, je vous avais conseillé de miser sur lui. Je sentais qu'il pouvait être capable de remporter ce combat. Gabriel Benitez, lui, ça faisait presque 2 ans qu'il n'avait pas combattu. C'était quand même un adversaire à sa portée, il a aussi 35 ans déjà Benitez, il n'est plus de première jeunesse non plus. Et Miller l'a emporté dans un combat où Benitez s'est bien défendu dans le premier round. Il a subi un peu de sol dans le deuxième et dans le troisième, l'américain Jim Miller a réussi à trouver la soumission à 3 minutes 25 du troisième round, remportant du coup le combat par finish. Vraiment c'était un combat assez divertissant en plus, Jim Miller il en a encore sous le bras. Et donc remporte ce combat par soumission au troisième round et nous place à 3 pronostics de bons sur 4 pour l'instant. Et on enchaîne sur le dernier combat et main event. Magomed Ankalaev contre Johnny Walker. Je vous avais bien entendu conseiller le Dagestanais, je voyais vraiment le favori l'emporter. J'avais peu d'espoir dans une victoire de Johnny Walker, même si sur le premier combat il s'était montré quand même assez efficace dans le peu d'échanges qu'il y avait eu. Même là, dans ce deuxième combat, dans le premier round, il était assez efficace sur les low kicks. Il arrivait un petit peu à bloquer le jeu d'Ankalaev, mais Ankalaev, il a été patient jusqu'à ce qu'il réussisse à toucher et lui envoyer une énorme bombe dans la tête contre la cage pour que l'arbitre mette un terme au combat. Et donc, comme je le pensais, la logique a été respectée. Le favori, Magomed Ankalaev, a emporté ce combat. On en est donc à 4 sur 5 pour les pronostics pour cette UFC Fight Night 234, ce qui est très très bien. Dommage, le combiné des 5 combats n'est pas passé à cause de la victoire de Bautista. Mais j'ai fait plusieurs combinés de 2, 3 en tout et pour tout. Je les ai balancés en ticket sur TikTok, vous pouvez aller voir, ou sur Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil les potos. Voilà, on en a terminé avec le récap de l'UFC Fight Night 234. Donc on va partir sur l'analyse et le pronostic de l'UFC 297. C'est parti. On retrouve 5 combats sur la carte principale de l'UFC 297. Et on commence direct avec un énorme fight. Arnold Allen contre Movsar Evloev. Combat dans la catégorie featherweight. Alors Arnold Allen, l'anglais, il a 29 ans. Et il est
sur son dernier combat sur une défaite par décision au mois d'avril de l'année 2023 contre Max Holloway. Donc c'était une guerre en 5 rounds qu'il a perdu contre Max Holloway, mais avant ça il était à 19-1 avant cette défaite contre Max Holloway. Et il avait enchaîné une série de victoires vraiment impressionnantes à l'UFC, puisque sa seule autre défaite remonte au Cage Warrior en 2014. Il avait enchaîné donc une série de victoires en comptant des gros noms comme Gilbert Melendez, Nick Lentz, Sodiq Youssouf, Dan Hooker, qu'il a battu par KO technique en 2022, et Calvin Kattar par KO technique. C'était sa dernière victoire avant ce revers, cette défaite par décision donc, contre Max Holloway. Donc énorme client, l'anglais Arnold Allen, qui est très très fort debout, il a une bonne boxe, il se déplace bien, c'est un combattant intelligent. Il est ceinture marron de jiu-jitsu brésilien et il se défend plutôt bien au sol, même si sur le dos c'est pas là où il est le meilleur, on va dire, mais c'est vraiment un combattant quand même assez complet, l'anglais. Et face à lui donc Movsar Evloev, il a 29 ans également, ils ont le même âge. Lui qui vient de Russie, il est à 17-0 en carrière, donc c'est vraiment un gros fight. Il est sur son dernier combat, une victoire contre Diego Lopez au mois de mai de l'année 2023. Diego Lopez, le jeune brésilien qui a énormément marqué les esprits sur ce combat, et limite les gens ont plus retenu le nom de Diego Lopez que celui d'Evloev. Pourtant Movsar Evloev l'a battu par décision et il est sur une série de 7 victoires à l'UFC. Non, c'est bien 6, excusez-moi, ouais, il est arrivé à 10-0, donc non, ça fait bien 7, je vais y arriver. Et sa dernière victoire, donc UFC 288, avant ça il avait battu Danny Jeux par décision, c'était en 2022. Hakim Dawodu en 2021, Nick Lentz en 2021 également à l'UFC 257, tous par décision. Alors Movsar Evloev, c'est pas vraiment un finisseur à l'UFC pour l'instant, il n'a que des victoires par décision. Faut savoir qu'avant l'UFC, il était également champion du M1, champion bantamweight, ceinture qu'il a défendu à 2 reprises avant de quitter l'organisation pour signer à l'UFC. Donc aucune défaite pour le russe. Uniquement 2 défaites pour Arnold Allen, sachant qu'il n'y en a qu'une seule à l'UFC contre Max Holloway par décision en 5 rounds. C'est vraiment un énorme fight. C'est compliqué, très compliqué à pronostiquer. Je donnerais un léger avantage quand même au russe, parce qu'il est invaincu, la confiance. Arnold Allen, il a subi sa première défaite à l'UFC. On ne peut pas vraiment savoir dans quel état d'esprit on va le retrouver. Forcément, c'est un guerrier. Il va revenir avec l'optique de remporter ce combat et de gagner, bien évidemment. Mais c'est jamais facile, le retour d'une défaite. La confiance peut en avoir pris un coup. Et Movsar Evloev, sa confiance à lui, elle est au maximum. Je pense qu'il a plus de bagages au sol que l'anglais. Donc j'aurais plus tendance à partir sur le russe. Pour ce qui est des cotes, Arnold Allen, il a une cote à 2,38. Et Movsar Evloev, il a une cote à 1,52, donc il est favori. Alors les cotes d'ici la semaine prochaine, elles peuvent encore bouger, bien évidemment. Je vous conseille donc de choisir Evloev, mais je pense que ça va être un combat très relevé, très serré. Je vois sûrement une victoire par décision pour le russe. L'anglais, lui, va chercher à faire mal debout, il va chercher à faire mal avec ses poings. Evloev, s'il ne le sent pas debout, il serait capable d'emmener le combat au sol, de contrôler l'anglais. Alors nous habituons à des combats à la décision, j'ai du mal à avoir un finish du coup. Et s'il y avait un finish, ça viendrait plutôt peut-être du côté de l'anglais qui réussirait à trouver le KO. Mais je vois bien le russe rester invaincu, faire son 18-0 sur l'anglais, continuer à avancer dans la catégorie et donc remporter ce combat par décision. J'ai du mal à avoir un finish, après tout peut arriver bien évidemment, mais je vois plutôt une décision donc pour Evloev. Mais combat extrêmement compliqué, On va garder la cote de Movsar pour le combiné des 5 combats. Et c'est pas un combat sur lequel je vous conseille d'aller mettre un billet parce que c'est vraiment très chaud. C'est pas du 50-50, mais je dirais du 60-40 aller pour Evloev parce que Arnold Allen, il a ses chances, attention. C'est pas du tout gagné d'avance pour le russe. On enchaîne donc sur le deuxième combat, c'est parti. On retrouve en deuxième combat, catégorie middleweight, l'américain Chris Curtis contre Marc-André Barriault. Alors Curtis, il a déjà 36 ans, c'est un vétéran. Il est à l'UFC depuis quand même un bon petit moment. Ça remonte... alors là, c'est que depuis 2021, mais il a commencé sa carrière. Si on remonte tout au début de carrière, il a commencé en 2009. Donc ça fait quand même... Voilà, c'est un vétéran dans le MMA. Donc sur ses 4 derniers combats, c'est pas terrible pour l'américain. Il est sur un no contest contre le français Nassourdine Imavov, à cause d'un doigt dans l'œil, un petit accident pendant le combat qui n'a pas pu reprendre.
C'était au mois de juin de l'année 2023. Et avant ça, il était sur une défaite par décision contre Kevin Gastelum à l'UFC 287 en 2023 également. Le troisième combat en arrière, une victoire, il avait eu par KO contre Joachim Buckley. C'était à l'UFC 282 au mois de décembre 2022. Et on remonte à son quatrième dernier combat en arrière, défaite par décision contre Jack Emerson. Alors il avait quand même enchaîné une très belle série de victoires avant ça, mais bon, c'était avant 2022, donc compliqué d'en tenir compte aujourd'hui vu qu'on est déjà en 2024. Donc sur les 4 derniers combats, on a une seule victoire, 2 défaites et un no contest contre Imavov. Donc l'américain Chris Curtis, c'est un bilan assez mitigé. Face à lui, Marc-André Barriault qui vient du Canada. Donc l'UFC, lui, se passant au Canada, ils ont mis quelques stars quand même du pays. Il a 33 ans, excusez-moi, donc il vient du Canada. Sur ses dernières sorties, il est sur 2 victoires d'affilée. Par décision contre Eric Anders à l'UFC 289 au mois de juin 2023. Et par KO technique contre Julian Marquez à l'UFC 285 au mois de mars 2023 également. Si on remonte 3 combats en arrière, donc il avait perdu contre Anthony Hernandez par soumission. C'était au mois de septembre 2022, donc ça fait déjà un petit moment. Et avant ça, une victoire par soumission contre Jordan White, également en 2022. Donc 3 victoires sur ces 4 derniers combats, c'est pas mal. Une défaite par soumission, et ça fait 2 ans déjà. Donc pour l'instant, il est sur 2 victoires, 2 belles victoires par finish. Une victoire par finish, et la dernière en date contre Eric Anders, c'est par décision, à l'UFC 289 donc. C'est un combat sur lequel j'aurais plus tendance à partir sur l'américain Chris Curtis. Même si son bilan il est pas terrible sur ses 4 derniers combats, c'est quand même une défaite contre Kevin Gastelum, hein, c'est quand même un sacré client Gastelum. Et le no contest contre Nassourdine Imavov, on peut pas dire qu'il a perdu, il a quand même mis KO Joachim Buckley en fin 2022. Le Canadien, lui, il n'a pas eu autant de noms, de gros noms à son palmarès. C'est des noms quand même, des combattants, on va dire, moins classés. Moins bien classé, surtout pas du calibre de Chris Curtis. Donc je pense que l'américain pourrait faire la différence. Pour ce qui est des cotes, Chris Curtis il a une cote à 1,54 et le canadien il a une cote à 2,33. Donc la cote de Curtis, il est favori, elle est pas mal, hein, elle est pas si basse que ça, 1,54, c'est correct. Vraiment je pense que c'est le choix le moins risqué, l'américain. Même à domicile, le Canadien, je pense pas qu'il puisse remporter ce combat. Je vois vraiment l'Américain même être capable de le finir, hein, peut-être par KO, ou sinon par décision, après avoir dominé au moins 2 rounds sur 3. Donc je pense que c'est quand même le choix le moins risqué, hein, les amis. On part sur Chris Curtis. Et on enchaîne sur le 3e combat. Le 3e combat est dans la catégorie welterweight, et on retrouve le vétéran Neil Magny contre Mike Malott. Neil Magny, donc déjà 36 ans, américain, et sur ses dernières sorties, il a une défaite par décision contre Ian Gary. L'UFC lui ont pas fait de cadeau sur ses 5 derniers combats, il a quand même affronté Ian Gary, Gilbert Burns et Shavkat Rakhmonov. Il a perdu les 3 combats, et il a gagné entre temps, donc après cette défaite contre Shavkat Rakhmonov, il a affronté Daniel Rodriguez qu'il a réussi à soumettre, victoire pour Magny, c'était au 3e round en 2022, fin d'année 2022. Ensuite, défaite contre Gilbert Burns par soumission à l'UFC 283 au mois de janvier 2023. Et une victoire par décision partagée contre Philippe Rauve, c'était en juin 2023. Et son dernier combat, donc au mois d'août, cet été, l'été dernier, 2023. Il a perdu par décision contre Ian Gary, mais c'était un combat qui allait dans un seul sens, où Neil Magny il a failli se faire finir plusieurs fois. À se demander si Gary il avait vraiment envie de le finir, parce qu'il n'est pas passé loin de se faire finir 3 à 4 fois, je pense, dans le combat. Magny, ça a été très compliqué. Donc il est très courageux, l'américain, il affronte n'importe qui, hein. Vous voyez, Shavkat Rakhmonov, Gary, c'est quand même des combattants que la plupart des combattants en dehors du top 15 cherchent à éviter. Mais il y va, Neil Magny, pardon, excusez-moi, c'est un vétéran, et il n'a pas peur. Après tous ces nombreux combats, hein, et toutes ces blessures accumulées, l'âge commence à se faire sentir, les 36 ans. Et Neil Magny, je trouve que dans son combat contre Ian Gary, il a vraiment pas fait grand-chose. Donc face à lui, on retrouve le Canadien Mike Malott, qui est à 10-1 en carrière. Il est assez jeune à l'UFC, il a intégré l'UFC avec les Dana White Contenders en 2021.
Et il a enchaîné 3 victoires. La première par KO technique à l'UFC 273 en 2022 contre Mickey Gall. Ensuite contre deux, on va dire des noms beaucoup moins importants en 2023, une victoire par soumission. Et 2 victoires par soumission. La deuxième également en 2023, c'était à l'UFC 289. Donc pour l'instant, il est invaincu à l'UFC. Il n'a qu'une seule défaite en carrière, c'était au World Series of Fighting contre Hakim Dawodu. Et ça remonte en 2014, hein. Ça fait vraiment très longtemps. Donc ça fait 10 ans qu'il n'a pas perdu un combat. Et même s'il n'a pas enchaîné énormément de combats, il y a eu un combat en 2015, un seul en 2017. Il a sûrement dû accumuler plusieurs blessures, je pense, le Canadien. Mais là, il est sur une belle série de 2 combats en 2023 avec 2 victoires, 2 finishes. Ça me paraît compliqué pour l'Américain. Hein, forcément, il accepte tous les combats, Nilmani, mais ça devient compliqué de faire face aux combattants qui sont plus jeunes que lui et qui sont plus en forme. Malotte, il n'est pas beaucoup plus vieux que lui, plus jeune que lui. Il a 32 ans déjà, bien sûr, mais beaucoup moins de combats à son actif, donc beaucoup moins de blessures. Je pense qu'il sera en bien meilleure forme. Pour ce qui est des cotes, Nilmani est une énorme cote à 3,30. Quant au Canadien, il a une cote à 1,28, assez basse. Hein, il est favori, bien évidemment. Je vous conseille donc de choisir Mike Malotte. Hein, peu d'espoir dans une victoire de Nilmani, et je pense que c'est vraiment le choix le moins risqué. On enchaîne sur le combat suivant et co-main event. C'est parti. On retrouve un combat dans la catégorie c'est featherweight, combat des femmes, Raquel Pennington contre Maria Bueno Silva. Alors l'américaine Raquel Pennington, elle est sur une série quand même de 5 victoires. Elle a 35 ans déjà, je disais ouais, l'américaine, elle est plus toute jeune, et sa dernière défaite remonte à 2020, une défaite par décision contre Holly Holm. Donc elle a vraiment affronté quasiment tout le monde à l'UFC, Raquel Pennington. Une autre défaite en 2018, c'était contre Germaine de Randami. Une autre en 2018 également contre Amanda Nunes. Donc vous voyez, quand elle perd, l'américaine, c'est contre le top de la catégorie. Encore une autre défaite en début de carrière pour elle en 2015 contre Holly Holm encore. En 2014 contre Jessica Andrade. C'est que contre des championnes qu'elle a perdu, Raquel Pennington. Toutes celles que je viens de citer, elles ont eu la ceinture de l'UFC autour de la taille. Elle a pu devenir championne, c'était contre Amanda Nunes en 2018. Pour la ceinture bantamweight, elle a perdu par KO technique. Depuis, elle est retournée donc dans la catégorie featherweight. Et non, elle est allée dans la catégorie featherweight, pardon, excusez-moi, c'était en 2021, mais elle est retournée en bantamweight en 2022. Et elle est donc sur une série de 5 victoires. 4 par décision et un seul finish. La dernière victoire en date contre Kathleen Vieira, c'était au mois de janvier 2023, donc ça fait 1 an en tout et pour tout. Face à elle, donc la brésilienne Maria Bueno Silva, elle a 32 ans, elle a quand même un palmarès beaucoup moins étoffé. 10 combats pour 2 défaites et 1 no contest. Son dernier combat, c'était une victoire contre Holly Holm, qui a été passée en no contest parce qu'elle a été testée positive à un produit, la brésilienne. Donc ça remonte quand même ouais, c'était au mois de juillet 2023. Ça fait 6 mois depuis, je pense qu'elle a dû avoir sûrement une petite... elle a dû avoir un délai avant de pouvoir recombattre, je pense, la brésilienne, ce qui est normal hein, quand on triche. Donc c'est un combat un peu à l'ancienne, Pennington qui a énormément d'expérience contre la brésilienne qui est un palmarès beaucoup plus jeune, qui s'est fait donc attraper pour tricherie sur son dernier combat. Bon, même si elle a triché, elle a quand même elle s'est baladée hein, face à Holly Holm, alors que Pennington, elle a perdu 2 fois contre Holly Holm, donc le pied-point d'Holly Holm lui avait fait mal. Est-ce qu'elle va réussir à résister au sol de la brésilienne Pennington? Je suis pas convaincu. Ça me paraît quand même compliqué, elle a souvent raté les grands rendez-vous, et même si elle est sur une série de 5 victoires, c'est un combat vraiment important hein, pour déterminer sûrement la future challengeuse à la ceinture. Donc c'est quand même un combat assez difficile pour le choix, mais j'ai plus tendance à partir vers la brésilienne. Pour ce qui est des cotes, l'américaine, elle a une cote à 2,33, et la favorite, c'est la brésilienne Maria Bueno Silva. Elle a une cote à 1,54. Et même si l'expérience de l'américaine pourrait faire la différence sur le combat, je pense que c'est quand même moins risqué de choisir la brésilienne. Mais ça pourrait très bien être Pennington qui subit un peu dans le premier round et qui réussit à trouver ses marques dans le deuxième et le troisième. Ça pourrait très bien se dérouler comme ça, mais bon, je pense quand même que le choix le moins risqué reste la brésilienne. On enchaîne du coup sur le main event et dernier combat. C'est parti.
On retrouve du coup pour la ceinture middleweight le champion Sean Strickland contre Dricus du Plessis. Ah, c'est un combat extrêmement compliqué à pronostiquer. L'américain, donc Sean Strickland, il a 32 ans. Son dernier combat, il est devenu champion en battant Israel Adesanya par décision unanime, où il a vraiment dominé Adesanya sur les 5 rounds, passant pas loin de le finir dans le premier round même. Avant ça, il avait une victoire contre Abu Magomedov par KO technique. On se rappelle que Strickland avait subi le striking de Magomedov dans le premier round, mais Magomedov avait perdu ses 2 poumons au retour du deuxième round. Et Strickland l'avait puni par KO technique en terminant le combat, donc directement dans le deuxième round. Avant ça, victoire par décision pour l'américain Sean Strickland contre le français Nassourdine Imavov. C'était mois de janvier 2023, donc il a fait 3 combats, 3 victoires en 2023 l'américain pour devenir champion. Avant ça, il avait eu 2 combats et 2 défaites en 2022. La défaite par décision partagée contre l'américain Jared Cannonier, où ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Sean Strickland pensait vraiment avoir remporté cet affrontement. Et avant ça, la défaite cette fois-ci par KO, défaite extrêmement violente contre Alex Pereira au mois de juillet 2022, qui avait écarté un temps Sean Strickland de la course au titre. Donc l'américain depuis il a renoué après ses 2 défaites, ses 2 revers en 2022 avec 3 victoires en 2023 contre des combattants assez solides, le français Imavov et Abu Magomedov, même si c'est un peu suspect depuis pour le russe. Israel Adesanya c'était le champion, il fallait aller le chercher, l'américain l'a fait et avec autorité, même si c'était un combat où il n'y a pas eu de finish et qu'il n'a pas énormément c'était super actif non plus. Il pressait quand même énormément Adesanya, il lui marchait dessus, il lui laissait pas une seconde pour essayer de trouver ses places, ses marques, je veux dire, et il était très agressif en boxe, Sean Strickland comme à son habitude, et puis très hermétique, il a quasiment pris aucun coup violent au visage, il a terminé le combat de 5 rounds contre Adesanya avec pratiquement aucune marque au visage. Et donc face à lui, il nous vient d'Afrique du Sud, il a 30 ans, Dricus du Plessis, qui est un combattant invaincu à l'UFC pour le moment. Il a signé à l'UFC, ça remonte déjà à 2020, ça fait déjà 4 ans qu'il est dans l'organisation. Premier combat par KO contre Marcus Perez donc en octobre 2020. Ensuite par KO encore contre Trevin Gill, on lui a mis un petit peu des no-name au début. Premier gros nom, Brad Tavares, victoire par décision, c'était en juillet 2022 à l'UFC 276. Ensuite victoire par soumission contre Darren Till, le fantôme de Darren Till à l'UFC 282 en décembre 2022. Ensuite, une victoire par KO technique contre Derek Brunson. Là, ça commençait vraiment à devenir sérieux. Il commençait à taper des gros noms à l'UFC 285 en mars 2023. Et sa plus grosse victoire, son dernier combat contre Robert Whittaker. Et sa victoire par KO technique au deuxième round au mois de juillet 2023, où vraiment il a vraiment impressionné énormément de monde, Dricus du Plessis, à ce moment-là. Parce que moi, je vous dis la vérité, je le voyais perdant contre Whittaker. Whittaker, il n'avait perdu que contre Adesanya à l'UFC. C'est un combattant extrêmement complet. On sait que si vous pointez avec pas les bagages nécessaires contre Whittaker, ça va être très compliqué. Mais du Plessis, lui, il a vraiment un style particulier, sa façon de se déplacer, sa façon de rentrer, de frapper, de ressortir, c'est vraiment pas académique. Et il a posé vraiment des problèmes à Whittaker qui a pas réussi à trouver ses marques. Pourtant, j'avais trouvé le premier round quand même assez compétitif. Whittaker, il avait fait du Robert Whittaker comme à son habitude, mais Dricus, il s'était bien défendu, il avait quand même réussi à être quand même agressif et à toucher une fois ou deux. Mais dans le deuxième round, ce coup où il touche au visage Whittaker, qui l'envoie, qui le fait, on va dire, vaciller un petit peu. Puis derrière, l'accélération pour aller le finir et chercher le finish par KO technique, c'était vraiment impressionnant. Sean Strickland, il va rentrer dans ce combat en cherchant à avancer sur Dricus, en cherchant à dominer comme il le fait toujours, en boxant, et je pense qu'il va avoir cœur à défendre sa ceinture, Sean Strickland. Parce que c'est plus compliqué de défendre sa ceinture que de la gagner. Plus compliqué de rester champion que de le devenir. Défendre sa ceinture, c'est toujours compliqué. Vous avez affaire à ceux qui ont vraiment mort de faim, qui n'ont sûrement jamais combattu pour le titre, comme c'est le cas pour Dricus, qui n'ont jamais été champions, comme c'est le cas pour Dricus. Quand c'est des gars dans leur tête, ils sont persuadés que c'est leur destin, qu'ils vont devenir champions, c'est difficile vraiment d'affronter ce genre de combattants. Et je pense que Sean Strickland, il va avoir fort à faire avec Dricus, parce que avant qu'on en vienne à ce combat-là, avant que Sean Strickland batte Israel Adesanya, et je voyais Israel Adesanya peut-être donc affronter à l'époque dans un futur combat Dricus du Plessis,
Et ça me paraissait compliqué comme combat à aborder pour Adesanya. Avant d'arriver à l'UFC, Dricus, il avait quand même été champion de plusieurs organisations en Afrique du Sud, le EFC, la catégorie welterweight et middleweight. Il avait combattu pour plusieurs catégories de poids. Il avait gagné donc le titre middleweight. Il avait combattu au KSW où il avait gagné également la ceinture welterweight qu'il avait reperdu au cours de la même année. Il avait gagné et reperdu derrière. Mais vous voyez, c'est quand même un combattant qui est habitué aux grands rendez-vous. Même si c'est pas des grosses organisations comme l'UFC, c'est quand même des ceintures mondiales. Il y a quand même une pression, hein, bien sûr, avant le combat, c'est évident. Je pense qu'il est habitué à ça et je le vois pas arriver stressé, Dricus. Dans sa tête, je pense qu'il est sûr de devenir champion. Il pense que Strickland, c'est un adversaire à sa portée. Et c'est fort possible. Strickland, tout le monde dit que sa victoire contre Adesanya n'était pas lui-même, qu'il n'a pas eu affaire à un Adesanya mort de faim, mais plutôt un Adesanya en fin de carrière qui avait défendu je ne sais pas combien de fois sa ceinture, qui sortait d'une énorme guerre de 2 combats contre Alex Pereira. Est-ce qu'il est vraiment champion incontesté? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va être une guerre et pour moi, ça reste quand même du 50-50. Très compliqué de pronostiquer ce combat. Il n'y a vraiment pas de combat facile sur cette UFC là non plus. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Sean Strickland à 1,69. Le champion est favori. Et la cote de Dricus, elle est à 2,05. Donc il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Et j'ai quand même envie de prendre le risque de tenter Dricus. Je pense qu'il est capable de ravir cette ceinture. Je pense qu'il a ce qu'il faut pour devenir champion du monde, champion de l'UFC. Mais ça va vraiment être très compliqué. Hein. C'est un combat où il peut y avoir un finish. Hein. Dricus, il a réussi à finir Whittaker. Hein. Il peut y avoir un finish. Alors, est-ce que Strickland peut finir Dricus? Si Strickland gagne, je vois plus aller à la décision. Donc, j'ai plus vraiment envie de prendre le risque et d'aller tenter Dricus et de me dire qu'il est capable de ravir cette ceinture. Mais je vais plutôt donc partir sur Duplessis. Je le vois être capable de remporter cette ceinture. J'ai envie d'y croire. Et sa cote, elle est intéressante, à 1,205. Il y a moyen de tenter un pari simple dessus, de tenter sa petite cote qui est assez sympa. Peut-être même de la combiner avec un autre. Alors sûrement pas avec Maria Bueno Silva, mais avec Movsar Evloev éventuellement, ou Chris Curtis. Mais je dirais plutôt... Ah si, Chris Curtis, elle est à 1,54, elle est pas mal aussi, ouais. Ça peut être intéressant de faire un petit combiné de 2 de Duplessis avec Chris Curtis ou Movsar Evloev. Sinon, vous faites de toute façon le combiné des 5, hein, comme on fait toujours. Et Dricus, vous pouvez tenter un pari simple. Ça me paraît aussi carrément jouable. Même si c'est bien évidemment du 50-50. Hein, c'est un combat de championnat, les gars. Pour être champion de l'UFC middleweight, on n'est jamais sûr hein, sur les paris, c'est évident. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de tenter cette cote. Elle est alléchante et sympathique. Du coup, on en a terminé avec l'analyse et pronostic de cette UFC 297. Alors ce sera le dernier UFC du mois de janvier, il n'y en aura eu que 2 pour le mois de janvier. Le prochain, ça reprendra le 3 février avec l'UFC Fight Night 235, Dolidze versus Imavov, avec le retour du français Nassourdine Imavov. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis et à lâcher un petit pouce bleu si les pronostics vous ont plu et vous ont fait remporter de l'argent. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, les liens ils sont dans la description de la chaîne, là où je balance les tickets gagnants. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur tous les frérots. Et il me reste plus qu'à vous dire, attention, avec les paris sportifs les amis, c'est risqué et dangereux. Jouez toujours de façon récréative, ludique et toujours de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.